Alors, rebonjour tout le monde. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va introduire ce premier chapitre du S2. Donc, pour le cours d'électricité, toujours en physique certainement. Donc, et on va commencer par l'électrostatique. D'accord? Donc, l'électrostatique, donc on parlera du champ électrique, d'accord? Et certainement, on va voir des notions de magnétisme, en quelque sorte. Des petites notions, parce qu'on ne peut pas parler d'électricité, de champ électrique, sans parler de magnétique. Mais bon, le magnétisme, il ne fait pas partie de notre programme. Donc, pour ce semestre, on va voir le premier chapitre qui sera l'électrostatique. Le deuxième, c'est les conducteurs en équilibre électrostatique. Et on terminera avec le troisième chapitre. Donc, pour les courants continus, on va voir des circuits, toujours de circuits. Pour le premier chapitre, donc, qui sera l'électrostatique, donc on va voir les forces électrostatiques, le champ électrique, le potentiel électrique, ainsi que la topographie de ce champ électrique. Et bien sûr, on va traiter le travail et l'énergie due à l'électrostatique, donc à l'électricité, voir les dipôles électriques et aussi l'un des théorèmes les plus importants de l'électrostatique, c'est le théorème de Gauss. Avant de commencer, je vais essayer de vous faire un petit historique donc, de l'électricité en général. L'électrostatique, l'électricité, l'électrostatique, l'électrocinétique et le magnétisme. Ça, c'est comme culture générale. Donc, ça a commencé dès l'Antiquité. Donc, il y a des phénomènes, ils ont observé des phénomènes qui se produisent à distance et qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Donc, énormément d'intérêt à l'époque. Donc, ces deux qui sont celui de l'attraction, bien sûr, donc deux corps qui s'attirent, comme un petit morceau de fer et une petite pierre d'aimant, d'accord, d'accord, et celui de la paille, une paille qui sera attirée par un morceau d'ombre frottée. Donc l'ombre ici, c'est pas l'ombre O-M-B-R-E, mais c'est A-M-B-R-E. Donc c'est l'ombre, c'est un fossile. C'est une résine fossile. La résine, regarde la résine. C'est une résine, il va la terre. Donc, d'accord? Donc, il y a eu le premier, d'après moi, d'après mes recherches, donc, il y a eu le premier savant, donc, qui est Thalès de Milet, donc, en 6e siècle avant Jésus-Christ, 6 siècles avant Jésus-Christ, donc, qui aurait été le premier à étudier en détail ces observations qui sont l'attraction, d'accord? Et le deuxième qui est l'attiration. Donc, c'est ce qu'on a ensuite appelé électricité et magnétisme. D'accord? Les deux phénomènes sont vraiment similaires à première vue. D'accord? Ils ont été longtemps confondus, les autres. Il ne faisait pas comment dirais-je, de différence entre l'électrostatique, l'électricité plutôt, et le magnétisme. Donc, ce n'est que au XVIIe siècle qu'ils ont été dissociés. Ils ont été dissociés grâce à l'observation précise de Gilbert, notre savant Gilbert. Puis, ces deux phénomènes ont été réunifiés par Maxwell au XIXe siècle, en quelque sorte. Et bien sûr, avant ça, au XVIIIe siècle, les expériences d'électrisation par frottement ont permis de constater l'existence de deux types d'électricité. D'accord? Deux types d'électricité. Ce qu'on appelle l'électricité résineuse, se développant par frottement sur le corps résineux, tel que l'ambre qui est une résine, d'accord, fossile, d'accord, et l'électricité vitreuse.
qui se développe par frottement sur les corps vitreux, tels que le verre. Quand on prend un morceau de verre et on le frotte, donc on crée de l'électricité. Par ces deux, on a déduit une première loi d'interaction, ce qu'on appelle les corps semblables électrisés, qui se repoussent. C'est des corps d'état électrisation différents, qui sont plutôt différents et qui s'attirent. D'accord. Et vers à la fin du XVIIIe siècle, donc Charles-Augustin Coulomb fait des mesures précises. C'est Coulomb, monsieur Coulomb, qui fait des mesures précises. D'accord. Sur les Monsieur, forces électriques, oui. ما همشي يتبدلوا لي بول. مانيش مبدل انا نحكي لكم دونك. خلاتني انا. لا انا غير نحكي لكم مازال علاش قلت لك سي كولتور جينيرال اللي نعطيكم هذه برك هذا ما كان سي با on n'a pas encore commencé les cours. D'accord. Ok, monsieur. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est M. Coulomb qui a fait des mesures précises sur les forces électriques. Donc, à l'aide de sa balance, qu'on va voir tout à l'heure comment ça a été fait. D'accord. Ça, c'est une brève histoire de ce qui s'est passé il y a des siècles de ça pour l'électricité et le magnétisme. C'est à partir de ces deux-là qu'il y a eu l'électrocinétique et l'électrostatique. Donc, avant de commencer donc, le cours, nous allons commencer par des rappels. Donc, on le sait que la matière est constituée principalement de quoi? De protons qui sont chargés positifs, d'accord? De neutrons qui n'ont pas de charge, c'est des éléments neutres, et des électrons qui sont chargés négativement. Donc, et on dit d'un atome qui a autant d'électrons que de protons qu'il est neutre. Un atome qui a autant d'électrons que de protons, on dit qu'il est globalement neutre. D'accord? Ça, c'est des rappels. Et un corps électrisé, donc positivement ou négativement, est un corps qui n'est pas neutre. Ça, c'est simple. On a deux genres. On a un conducteur et un isolant électrique. Donc, un conducteur métallique possède des électrons libres, donc il conduit ces électrons. D'accord? Le mouvement d'ensemble de ces électrons libres qui constitue le courant qu'on connaît, donc le courant que vous connaissez, qu'on a dans nos maisons et tout, d'accord? Donc, c'est juste le mouvement d'un ensemble d'électrons, d'accord? Et à partir de là, on peut définir l'électrocinétique, qui est l'étude des courants électriques, d'accord? Et il y a l'électrostatique, qui est l'étude de l'électricité statique des corps. Excusez-moi 2 minutes. Je reviens. Désolé. Donc, je disais, l'électrostatique, quant à elle, c'est l'étude de l'électricité statique des corps électriques. Donc, qu'ils soient conducteurs ou isolants. C'est des électrons, l'électrostatique, c'est l'étude des électrons qui sont statiques dans la matière. Ils ne bougent pas. D'accord? Si ces électrons bougent, donc là, on aura un autre domaine d'étude qui est l'électrocinétique. D'accord, jusque-là? Bon. Oui, la cache un cours.
Bien sûr, ما كاينش un courant électrique. L'être humain est chargé en électrons et en protons. D'accord? C'est de l'électricité statique. Parce que si elle était cinétique, لو كانت هي تمسي حاجة تمسي بنادم t'électrifier. Même tu les fait l'électricité. C'est de la statique. Quand tu frottes un bout de la règle TAC, tu la frottes, d'accord? Elle sera électrifiée. Mais c'est de l'électrostatique. Les électrons à l'intérieur de cette règle restent statiques, ils ne bougent pas. Ils bougent quand est-ce? Quand ils les rapprochent d'un autre conducteur. D'accord? Là, ils bougent. Et c'est des fractions, c'est d'électricité qui passe en une fraction de seconde, yani, très, très, très petite. C'est pour ça qu'on ne voit pas qu'il y a de l'électricité en quelque sorte. D'accord? Donc, nous, on va s'intéresser dans ce cours à l'électrostatique. D'accord? Donc, même si, je dis, quand la matière est électrisée, donc ça veut dire qu'elle a des électrons et des protons à l'intérieur, donc qui sont statiques, ils ne bougent pas. Quand est-ce qu'ils bougent? Quand on l'approche d'un autre conducteur, il y aura un changement donc, d'électrons et de protons entre les deux. D'accord? On va voir par la suite. Donc, l'électrisation d'un corps, donc, c'est quoi? En premier lieu, ça peut être l'excès d'électrons. C'est un corps qui sera électrisé négativement, donc où ce corps aura une carence en électrons, donc il sera positif, donc c'est un corps électrisé positivement, d'accord? L'électrisation des isolants se fait par frottement, comme pour la règle que je viens de rappeler. Les charges sont immobiles, qui sont statiques, ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on parle de statique, d'accord? Et l'électrisation des conducteurs par l'influence, se fait par l'influence. Donc, si on rapproche deux corps, d'accord, entre les deux, il y aura une électrisation des conducteurs par influence, c'est l'un qui va influencer l'autre. Donc, les charges se déplacent entre ces deux corps jusqu'à atteindre un état d'équilibre, qui veut dire que les deux corps auront la même charge. Si par exemple, cette règle-là a une charge Q1 et cette sphère ou cette boule métallique a une charge Q2, d'accord? On les rapproche, on les laisse. À un certain moment, ils seront dans un état d'équilibre. Ça veut dire que Q1 va être égal à Q2. C'est tout simplement ça. D'accord? D'accord, ça, vous avez déjà vu à plusieurs reprises au lycée, donc ce n'est pas quelque chose d'énorme. Donc, on va essayer maintenant d'introduire ce qu'on a besoin dans ce cours. De ce qu'on a besoin dans ce cours, c'est les forces ou la force électrostatique. Donc, comme on a vu sur la loi de gravitation universelle, d'accord? La Terre, elle crée autour d'elle un état physique. L'état physique, il consiste à attirer les autres masses avec une certaine force. C'est la gravité. D'accord? C'est ça, l'état physique de la Terre. Elle crée autour d'elle un état physique. L'état physique, il attire les autres masses tout autour. C'est la gravitation universelle. D'accord? Et on a vu cette force gravitationnelle qui est F, qui est égale à moins G, c'est la gravitation universelle fois la masse de la Terre fois la masse de l'objet sur la distance entre les deux au carré. D'accord? Donc, et cet état physique est caractérisé par un vecteur et le vecteur champ de gravitation.
G qu'on voit ici. D'accord? C'est ça la gravitation. De la même façon, une charge électrique, elle crée elle aussi, elle n'est pas physique autour d'elle, qui consiste à repousser une charge Q2 si elle est du même signe, ou de l'attirer si elle est du signe opposé. D'accord? Comment se fait ce repoussement ou cette attirance? Donc, avec une force comme celle de la gravité. C'est la même chose. Donc, et là, Coulomb est rentré. Donc, il a donné sa loi, donc qui est F, qui est égal à K, Q, grand Q, petit Q, donc c'est deux charges différentes, d'accord, sur la distance au carré, fois le vecteur unitaire U. Donc, et cet état qui a été créé autour de la charge, donc cet état physique, il est caractérisé par le vecteur champ électrique E, qu'on va voir par la suite. Comment, maintenant, on se pose la question, comment Coulomb, M. Coulomb, a pu réfléchir à ça? Et comment elle a fait pour arriver à ce résultat? Au premier lieu, c'est la supposition de Joseph Priestley, d'accord, qui a pressenti que la force électrique se comportait comme celle de la gravité de Newton, d'accord, en étant inversement proportionnelle au carré de la distance entre les charges. C'est ça. Mais Charles-Augustin de Coulomb, donc c'est M. Coulomb, le vérifia grâce à une balance de tension. Donc il était plus intelligent que Priestley et M. Coulomb a directement choisi d'expérimenter ça et de mettre au point une expérience qui va démontrer ça et dire que ce qui a supposé M. Priestley, moi, je le démontre. Donc, c'est pour ça que cette loi est revenue à M. Coulomb, donc, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé cette fameuse balance de torsion, d'accord? On peut voir ici, donc on a une barre, d'accord, qui peut être tordue, donc il y a notre barre ici. On a une sphère au point A, qui est initialement neutre, elle n'est pas chargée, elle est en équilibre, d'accord? On a la deuxième sphère qui est chargée, une sphère B, d'accord? Et un contrepoids pour garder l'équilibre au point C, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approché B de A. Donc, la sphère A, qui était initialement neutre, se charge par contact avec la sphère B, d'accord? En ayant la même charge, donc les deux sphères, ils se repoussent dans la même charge. Donc la tension du fil vient équilibrer le moment de force électrique. Et là, il se dit, d'accord, puisqu'il y a une influence sur cette barre de tension, le fil de tension, d'accord, qui est un peu tordu, d'accord, donc il y a une résistance de ce fil, ça veut dire que entre ces deux charges, A et B, il y a une force. Et à partir de là, il a dit que, oui, effectivement, entre deux charges différentes, ou de même charge, non, il y a une force qui exerce l'une sur l'autre. Et à partir de là, il est parti directement chercher par rapport à ça ce qui peut être cette force. Et là, on va voir cette loi de Coulomb, d'accord? Donc, cette force électrostatique entre deux charges ponctuelles, d'accord? Ils ne bougent pas, Q1 et Q2, séparés par une distance R, elle est définie par F. La première charge, U, sur la deuxième charge. C'est la force qui exerce la première charge sur la deuxième, qui est égale à quoi? K, Q1, Q2, sur la distance au carré entre les deux. D'accord? Universellement, la loi de Coulomb, elle dit ça. Que la force exercée par une charge, oui. On veut dire quoi par charge ponctuelle? Ponctuelle. Elle ne bouge pas.
statique. D'accord? Et elle ne change pas aussi. Sauf si elle est en contact avec une autre charge. Donc, la force qui exerce la première charge sur la deuxième charge, c'est K, Q1, Q2 sur R au carré. Avec K est une constante. Q1, c'est la première charge, Q2, c'est la deuxième charge, et R, c'est la distance entre les deux. Donc, si on peut voir ici, sur le schéma, celui de gauche, sur votre écran, donc on a Q1, Q2, donc si ils sont du même signe, donc la force est répulsive, elle est sortante, elle se repulse, d'accord? S'ils sont de signes opposés, d'accord? La force est attractive. Ils s'attirent. Les deux charges s'attirent. OK? Donc, on aura directement ici le vecteur unitaire qui est toujours dirigé de la première charge vers la deuxième charge, d'accord? Et qui est porté sur la droite, qui joint ces deux charges, d'accord? Le sens de ce vecteur unitaire est toujours de Q1 vers Q2, toujours, puisqu'on parle de l'influence de la force influente de la première charge sur la deuxième. Donc là, il est toujours orienté de Q1 vers Q2. D'accord? R, petit r, c'est la distance entre les deux charges, ça c'est sûr. Et K est une constante qui est inversement proportionnelle à la permittivité électrique du vide. Donc K est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, où epsilon 0 est la permittivité électrique du vide. C'est comme si je parle de la résistance du vide. D'accord? C'est la résistance du vide. Donc, elle est faible. Elle est très faible parce que le vide, il est très peu résistant ou il n'y a pas de résistance pratiquement. Donc, l'électricité, elle circule le plus normalement du monde dans le vide. D'accord? Et F est suivant, selon la troisième loi de Newton, c'est la qu'on a vu en S1, c'est la loi de l'action et de la réaction. Donc, s'ils sont de même charge, donc on a F1 sur 2, donc la force électrostatique de la première charge sur la deuxième charge est égale à moins celle de la deuxième charge sur la première charge. S'ils sont chargés pareillement. D'accord? Donc, là, bon, ça me dérange de... Là, je veux intervenir l'animation. Là, vous voyez le plein écran. Oui. Est-ce que là, il y a un changement en plein écran? Oui, mais bon, mais c'est pas plein écran, c'est la diapo. La diapo. Là, il n'y a que trois premières lignes et un schéma, d'accord? Exactement. Est-ce que là, il y a la solution? Toute la diapo avec la solution. Et comme ça, est-ce qu'elle change? Je vous le schéma, est-ce qu'il change là? Il y a des vecteurs qui se décident. Non. Bon, c'est pas méchant parce que là, il y a de l'animation pour expliquer. Mode diapo, c'est ce que j'ai fait. Mode diapo, mais ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ce que je fais ici, ce que je suis en train de faire. Et j'essaie d'avancer, donc les simulations ne marchent pas, mais bon, j'aurais bien aimé qu'ils marchent, mais bon, allez. Donc, là, je vais donner un exemple. On va voir directement un exemple. Je pense que c'est à partir des exemples qu'on peut assimiler mieux les choses. Donc, pour le premier exemple, on nous demande de trouver la force électrique résultante exercée sur la charge Q1 par les autres charges. De la figure, c'est dessus. Donc, là, Q1, on a trois autres charges qui sont Q2, Q3 et Q4. Donc, Q1, Q2, Q4
sont chargés négativement et Q3 est chargé positivement. D'accord? Les étapes de la solution qu'il faut suivre pour résoudre un tel problème. Hadjaloula, c'est quoi? C'est d'appliquer le principe de superposition et de déterminer les forces exercées par chacun des autres charges sur la charge considérée, selon les signes de chaque charge. D'accord? Et c'est quoi ce principe de superposition? Qu'est-ce qu'il dit, ce principe de superposition? Ce principe de superposition dit que la force totale, donc exercée sur cette charge par les trois autres charges, on peut l'appeler F, qui est due à l'ensemble de charges, et la somme vectorielle, d'accord? C'est la somme vectorielle de l'effet de chaque charge prise individuellement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le théorème de superposition là. Il nous dit que la force totale exercée sur Q1, c'est la somme vectorielle de la force exercée Q2 qui exerce Q2 sur Q1 plus le vecteur force qui exerce Q3 sur Q1 plus le vecteur force qui exerce Q4 sur Q1. D'accord? D'accord jusque-là? Cela suppose que la force s'exerçant entre deux charges, d'accord, n'est pas modifiée par la présence d'une troisième charge. Donc, comme ici, par exemple, la force exercée par Q2 sur Q1, cette force n'est pas influencée par la charge Q3, ni par la charge Q4. D'accord? Elle n'est pas influencée. Donc, on calcule cette force, ces forces, chacune individuellement. D'accord jusque-là? Oui, monsieur. D'accord. À partir de là, on peut dire qu'il y a une indépendance des effets. D'accord? Et la solution ici est simplement la somme des solutions calculées pour chaque couple de charges. Alors, il y a une indépendance des effets de force ou des effets de champ ou les qui donc, et on peut dire que la solution, c'est juste la somme des solutions calculées pour chaque couple de charges, sans faire rentrer des autres. C'est pour ça qu'il en résulte que les équations de l'électrostatique sont des équations linéaires. C'est des équations qu'on appelle des équations linéaires. Et le principe de superposition s'applique aussi, c'est-à-dire à titre d'information, il s'applique aussi aux phénomènes électromagnétiques, comme les équations de Maxwell, les équations de base d'électromagnétisme, d'accord, qui sont aussi des équations linéaires. D'accord? On revient maintenant à notre solution. Donc, je disais que, là, j'ai bien précisé que la charge considérée selon le signe de chaque charge, donc de même signe, c'est répulsif, le signe opposé, c'est attractif. En deuxième lieu, qu'est-ce qu'il faut voir? La force électrostatique, d'accord? Cette force qui est exercée sur notre charge, d'accord? Qui est la somme vectorielle de toutes les forces. Donc là, les forces exercées sur F1, c'est la force de la deuxième charge sur la première, plus la force de la troisième charge sur la première, plus la force de la quatrième charge sur cette première. C'est ça, la force totale exercée par ces charges sur Q1. D'accord? Là,
c'est toujours une force vectorielle et une somme vectorielle. D'accord? Et à partir de là, il faut choisir un système d'axes. Un système d'axes, vous allez le choisir. Qui est ici, je choisis XY. Alors, pas l'orthonorme. D'accord? Et en quatrième lieu, il faut faire la projection de la relation vectorielle d'Yanna. La relation vectorielle de F1, لازم نديروها la projection. On la projette sur le système d'axe terne. Comme on peut le voir ici, sur OX, on a F1 X, donc sur l'axe des X. Ce qu'on a, on a le Q2. Là, sur X, le QD, il est perpendiculaire. Donc, il n'a pas d'influence ici. Donc, il est nul pour nous sur l'axe des X. L'influence de Q2, elle est nulle sur l'axe des X. D'accord? Il est perpendiculaire. Donc, ce qui nous reste, il nous reste Q, droit sur 1. OK? Avec un signe moins, parce qu'elle est opposée au sens de notre axe des X. Et aussi Q4, qui est aussi opposé au sens de l'axe positif des X, c'est moins F4 sur 1. OK? Sur l'axe des Y, on procède de la même manière. Q2 est directement sur l'axe des Y, elle est dans le sens négatif, puisque Q2 et Q1 sont de la même charge, et F2,1, elle est repulsive, donc elle est sortante, elle est dans le sens contraire de l'axe des Y, donc on aura moins F2,1, d'accord? Pour F3 sur 1, donc on aura sur l'axe des Y une projection, donc elle sera dans le sens des Y, donc on aura plus F3,1. Et bien sûr, pour la quatrième charge qui est perpendiculaire, la force, le vecteur force de cette charge qui est perpendiculaire à l'axe des Y, donc il est nul sur cet axe. Monsieur, la force F4 sur 1 n'est pas opposée au plan OX. J'ai pas compris. Monsieur, elle veut dire la force 4. 4 sur 1. Oui, ils sont du même signe. C'est vrai. Donc, Oui. Elle n'est pas opposée au plan OX. Merci beaucoup, mademoiselle. Là, هنا غلط. là هنايا راني دايرها مليح. Exact, oui. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça, c'est ce que j'aime. Les étudiants qui prêtent attention à ça, j'adore. Je vous remercie. Donc, je disais, là, c'est juste. Donc, c'est là que je me suis... parce qu'ils sont du même signe, donc c'est une force répulsive, donc elle est dans le même sens, le vecteur F4 sur 1, il est dans le même sens que l'axe des X. Donc, et puis, donc, on aura directement F3,1 donc, sur l'axe des X, donc alpha elle est là, donc c'est F3,1 cos alpha, d'accord, plus F4,1. Et sur l'axe des Y, on aura le moins F2,1, d'accord, qui est simple, plus F3,1, donc qu'il faudra aussi projeter sur l'axe des Y, donc alpha elle est là et alpha elle sera là, donc c'est le muqabil, d'accord? Donc on aura F3,1 sinus alpha. OK? Là, on a notre système de force sur X et sur Y. On va chercher maintenant la force totale. Pour cela, on continue. Donc, directement, F1x, comme on l'a écrit tout à l'heure. D'accord? Ici, c'est toujours plus. Et pas moins. Et donc, c'est 1 moins F3, 1 cos alpha plus F4, 1.
où F3, 1, c'est quoi? C'est K, Q1, Q3 sur R1, 3. Donc la distance entre la charge 1 et la charge 3 au carré. D'accord? Et F4, 1, c'est aussi K, Q1, Q4 sur la distance entre ces deux au carré. De la même manière pour F2, 1 et F3, 1. OK? Donc, c'est F1Y est égal à KQ1, Q2 sur R au carré plus KQ1, Q3 sur R au carré. Et on n'oublie pas le sinus. D'accord? Tel que R1, 2 est donné, c'est 30 cm. Et R1, 4, c'est 40 cm. Donc, on peut déduire directement R1, 3 qui est égal à la racine de 40 au carré plus 30 au carré centimètre. Donc, sous la racine. Le cos aussi, cos alpha, on peut directement le calculer. Et le sinus alpha, on peut le calculer en application numérique. On aura directement F1 de x qui est égal à 2,34 newtons. Et F1 de y qui est égal à moins 3,38 newtons. Donc, et on pourra directement ici représenter les forces TANA, F1x qui est positif, de 34, et F1y qui est négatif vers le bas. Et donc, on aura le F1, c'est la force totale appliquée sur la première charge, qui est F1. Est-ce que c'est compris jusque-là? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, on va essayer d'introduire le champ électrostatique. Le champ électrostatique. Donc, le champ électrostatique qui est créé par une charge ponctuelle isolée. D'accord? Le champ électrostatique, donc, chaque charge électrique crée au point M dans l'espace, un point quelconque, un champ électrique. Donc, on a une charge. Autour de cette charge, il y a un champ électrique qui se crée. D'accord? En tout point M autour de cette. En tout point autour de cette charge. Comme on peut le voir ici. On a la charge grand Q, d'accord? On a le point M, d'accord? Qui sont distants, une distance R. Donc, au point M, cette charge, grand Q, crée un champ électrique E, d'accord? Qui peut être sortant ou entrant, on va le voir tout à l'heure. Et ce champ, d'accord, qui est calculé par la formule suivante. On a vu tout à l'heure que la force est K entre deux charges ponctuelles, donc Q1 et Q2, par exemple. Donc c'est K, Q1, Q2 sur R au carré. Par contre, le champ qui est généré par une seule charge ponctuelle, qui est égal à K, Q, cette charge unique sur R au carré. D'accord? Sur R au carré. Une force, c'est entre deux charges, et un champ est créé par une charge. D'accord? Et chaque charge crée son champ. D'accord? Et au même point, ces charges peuvent créer un seul champ. Plusieurs charges peuvent créer un champ commun. Mais on va le voir tout à l'heure. D'accord? Où R est la distance entre les charges, entre la charge et le point M, et U est un vecteur unitaire orienté de la charge vers le point, toujours. Vecteur unitaire. D'accord? Donc, dans le point où la charge TNA est positive, le champ électrique est sortant directement. Si la charge grand Q est positive, le champ électrique, ou le champ électrostatique TNA, il est sortant. Il ne faut pas se poser trop de questions. D'accord? Si la charge grand Q est négative, le champ diana, le vecteur champ TNA, il est entrant. Du point 1 vers la charge. Par contre, s'il est
positif, il sera du point M vers l'extérieur, donc qui suit le sens du vecteur unitaire. OK? Ça, c'est un principe. Donc là, on peut dire qu'une charge électrique Q, qui sera à l'intérieur d'un champ électrique E, comme on peut le voir ici, d'accord, subit une force électrique. Une charge Q dans un champ électrique. D'accord? Un champ électrique qui est créé par une charge grand Q. On peut le voir ici. La charge, elle subit une force électrique F de la part du champ électrique. Donc, c'est F, c'est quoi? C'est Q fois E. D'accord? C'est Q fois E. Comme si je suis en train de dire que c'est l'influence des forces entre ces deux charges, grand Q et petit Q. C'est pareil. On revient du pareil au même. D'accord? Donc là, F qui est égal à Q fois le champ électrostatique ou le champ électrique. Voilà. On redéfinit juste la force. Pour l'essence du vecteur de la force électrique qui va dépendre du signe des deux charges, d'accord? Donc si je disais pour la force, pour la première sur cette image, juste à droite, donc si on a ici répétitive, exactement la même charge, ok? Et le champ électrique, il est sortant puisque la charge Q1 est positive au point M, d'accord? Là, on a des charges opposées, donc la force est attractive, elle est vers l'intérieur, et puisque Q1 est positif, donc le vecteur champ électrique est sortant. D'accord? Par contre, ici, on a, bon, les deux charges sont de charges opposées, donc la force est attractive, donc la force est vers l'intérieur, entrante, et le champ électrique, puisqu'il s'agit d'une charge Q2 ici, est négatif, donc il est entrant. OK? De même pour la derrière. Ce qui est le plus important dans les charges ponctuelles et l'étude des charges ponctuelles, d'accord, en électrostatique, c'est la représentation des vecteurs par rapport au signe de charge. D'accord? Il ne faut surtout pas se tromper sur ça. OK? Oui, monsieur. Très bien. Bon. Là, je suppose que... Bon, on continue. On va voir Kayravok. كده ما عندكمش اليوم c'est juste après le cours certainement moi je termine pas à midi في الاخر ديالكم في البروغرام تاعكم je termine pas à midi mais bon je vais essayer de le faire ça va être à midi donc on aura la demi-heure هذيك ندو منها 10 minutes un quart d'heure بالك نستعملوها كاع 10 des fois on نستعملوها كاع ça vous donne un petit moment de répit entre le cours et le TD mais bon, on va essayer de voir et je disais que le fait de maintenir la séance comme au premier semestre le mercredi reste toujours d'actualité. On va essayer de voir avec celui de l'histoire des sciences et si on peut les déplacer vers le mercredi, bien sûr, si vous êtes d'accord, parce que cette séance de samedi, elle n'arrange pas beaucoup de monde.
D'accord? Mais bon, on va voir. Parce que je ne sais pas encore, mais bon, je pense que vous aurez les TD, vous aurez des TD avec moi ce semestre. D'accord? Deux groupes. Inch'Allah, bien sûr. Et ce que j'aimerais faire, Inch'Allah. ما تبيعوش بركة ياك خلوها لكم. Donc je préfère, bon, j'allais faire le champ créé par un ensemble de charges ponctuelles et parler ici de plus précisément revenir sur le principe de superposition. Mais bon, Monsieur, s'il vous plaît, oui, vous pouvez réexpliquer le point précédent? bien sûr. Hada, Oui. très bien. Là, ce que je disais. Là, on a la charge. On a une charge petite, d'accord, qui est à l'intérieur d'un champ électrique E. D'accord? Ce champ électrique, il est créé par la charge grand Q. D'accord? Cette charge, je disais que cette charge petit Q, puisqu'elle est à l'intérieur de ce champ électrique, elle subit une force électrique. C'est tout à fait normal. D'accord? C'est tout à fait normal. Qui t'achmet un aimant, par exemple, et bien, qui t'achmet un aimant, d'accord? L'aimant hadak, autour de lui, autour de l'espace qui l'entoure, il y a un champ électromagnétique. D'accord? Donc, t'achmet l'aimant hadak fiyid, ou t'achmet une pièce de monnaie, fiyid l'autre. تبعديهم على بعضها. D'accord? Donc, هذاك ليمون وهذيك لا بياس دو موني تبعديهم على بعضها. D'accord? وتبداي تقربي غير بالعقل. تشوفي بلي راكي تقربي ويا با دانفلونس، يا با دانفلونس، يا با دانفلونس، يا با دانفلونس، يا با ان سيرتان مون تبداي تحسي بلي ليمون هذاك il commence à attirer la pièce de monnaie. Qui veut dire que لهنا راكي قستي le champ électrique تاعك. تسمى حبي يقول بلي لا بيس هذيك كي شارجي négativement neutre ou je sais pas quoi دخلت في لو شون الكتريك غير دخلت تحسي بلي يا كيكو شوز اللي راهي تجبد في هذيك لا بيس سي كوا سي لا فورس سي لا فورس سي لا فورس كي اكزيرس هذاك ليمون تاعك على لا بيس سي سكو جو دي ايسي انه une charge petit q qui تدخل تولي à l'intérieur d'un champ électrique E لهنايا وهذاك le champ qui est créé par une charge grand Q, d'accord? Ok? Ou chez nous, elle subit une force F. Cette force, c'est quoi? C'est juste la force électrostatique qui est cette charge petit q fois ce champ électrique. Et donc on revient à la loi de Coulomb qui dit que la force électrostatique que subit une charge par rapport à l'autre, c'est K, Q1, Q2 sur R sur la distance au carré. D'accord? Et ici, c'est K, grand Q, la charge grand Q, petit Q, la deuxième charge, sur R au carré. C'est pareil. D'accord? Pour ce qui est, pour le sens des vecteurs de force électrique, d'accord? Ces sens, ils dépendront toujours du signe des deux charges. Il faut faire très attention. Pour le champ électrique, il est créé par une seule charge. On a un point dans l'espace qui entoure cette charge. Donc, si cette charge est positive, le vecteur champ électrique, il est sortant à partir du point M, il est toujours sortant. Si cette charge est négative, donc à partir du point M, dans l'espace qui entoure la charge, cette charge négative, le vecteur champ électrique, il est entrant. Ça, c'est un postulat. Il n'y a rien à dire. On peut le voir ici. D'accord?
Parce que pourquoi? Pourquoi le point M? Parce qu'on vous demande toujours de calculer le champ électrique en un point M de l'espace qui entoure la charge Q. D'accord? Et pour ce qui est des forces électrostatiques, là, il s'exerce entre deux charges. D'accord? Donc, si on a des charges du même signe, donc la force est répulsive, donc elle est sortante, comme sur cette image. Si les signes des charges sont opposés, donc la force est attractive entre les deux. Donc, la force est entrante entre ces deux charges. D'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci. Il n'y a pas de souci. C'est bon, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Monsieur, que veut-on dire par une charge? Est-ce qu'on veut dire un objet ayant un champ électrique ou j'ai pas vraiment une définition claire? Très bien. Une charge, c'est un objet. C'est un constituant d'un corps. C'est un atome. D'accord? Peut-être un atome qui sera chargé. Peut-être une pièce qui sera chargée. D'accord? C'est un corps, tout simplement, qui est chargé. À l'intérieur d'un corps, tout corps, tout objet, est constitué de quoi? D'atomes. D'accord? Et ces atomes sont chargés. Dans l'atome, on trouve quoi? On trouve des électrons, des protons et des neutrons. D'accord? Donc, si on a un excès d'électrons, donc cet atome est chargé négativement. Si on a une carence en protons, d'accord? Donc, il y a un excès en protons, donc là, il sera chargé positivement. Si on a un équilibre entre les protons et les neutrons, donc on dit qu'il est neutre. Donc, cet atome qui constitue l'objet. Donc, c'est ce qu'on appelle la charge. Merci, monsieur. Il n'y a pas de souci. Je vous en prie. D'autres questions avant de terminer? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous envoie tout à l'heure, je vais dire maintenant, dans quelques minutes, la série numéro 1, d'accord? Numéro 1, donc qu'on va essayer de commencer à résoudre dès la semaine prochaine. Donc, mademoiselle Boukhari, s'il vous plaît, vous m'informez sur l'évolution de cette demande de revenir à la séance de mercredi, d'accord? Oui, très bien, très bien. De toutes les façons, bon, je pense que je serai, bon, si, moi, je sais pas. Si j'aurai des informations par rapport à cet enseignant ou enseignante, donc je vous informe au courant de la semaine. Et parce qu'il y a Madame Haddad qui veut garder aussi la séance du mercredi. Donc, ça sera, je pense, meilleur pour tout le monde. Mais bon, on va voir avec ce qu'on peut faire, Inch'Allah. D'accord? Et dès que, Inch'Allah, dès que vous reprenez en présentiel, donc la semaine, juste avant la semaine de présentiel, vous me le faites savoir, d'accord? Parce que je ne suis pas tout le temps dans les plannings des S1, donc des L1 plutôt. Donc, vous me le dites pour qu'on se prépare pour ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord? Que ça reste entre nous, hein? OK? Parce que c'est pas...